Hello Peachies, c'est Jelly! Je me suis enfin décidée à faire cette chaîne YouTube. Vous avez été pas mal à m'encourager à le faire et je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer. On verra ce que ça donne. Pour ceux qui me connaissent pas, et je pense que vous êtes beaucoup, je m'appelle Jelly Peach, je vis au Japon depuis plus de 7 ans maintenant. Pour faire court, moi je suis arrivée à Tokyo en 2014. Je suis venue pour faire de la musique, mais en fait j'ai été très vite happée par le monde du modeling et j'ai fait ça pendant 5-6 ans à peu près. À côté de ça, j'ai fait aussi de l'événementiel et je fais toujours de l'événementiel. Mais du coup, que ce soit pour mon boulot ou pour mes hobbies, ma vie privée, je fais pas mal de choses qui restent quand même dans le cadre de l'entertainment ou de l'art. Mais vous allez avoir plus de détails au cours de cette vidéo, donc lançons-nous dans le sujet. Un sujet d'ailleurs que beaucoup d'entre vous sur Twitch m'ont demandé, donc j'espère que ça va vous faire plaisir parce que j'ai décidé d'en faire ma première vidéo. Alors, mon expérience d'idol au Japon. Tout d'abord, si vous vous demandez ce que c'est que des idols, je vous dirais bien que c'est un groupe de jeunes filles ou de jeunes garçons qui chantent, qui dansent, un peu comme les boys bands, girls bands qu'on avait et tout ça. Mais en fait, je vous renverrai bien à la page Wikipédia parce que j'ai trouvé que ça explique pas mal le concept. Je voudrais seulement préciser quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui voient les idols comme des groupes super connus au Japon, qu'on voit sur les posters, à la télé, sur les écrans, à Shibuya et tout ça. C'est un peu vrai, mais quand même, toutes les idols ne règnent pas sur le business de l'entertainment japonais. Il y a énormément d'idols qui sont pas du tout connus et qui galèrent avec le peu de public qu'ils ont réussi à séduire. Et en règle générale, on appelle ça des chica idols. Et c'est ce qui se rapproche le plus de ce que faisait mon groupe, enfin mon unito. Maintenant, je vais vous expliquer comment tout a commencé. 2012, mon deuxième voyage au Japon en tant que touriste. À l'époque, je faisais de la musique, du rock, proche un peu du visual kei. J'ai passé 3 mois au Japon, principalement à Osaka. J'ai essayé de me faire un maximum de contacts. J'ai fait 4-5 lives dans des petites salles de musique. J'ai fait 1 ou 2 boulots de modèle au black. Et en fait, j'allais rentrer en France avec quasiment aucune piste concrète pour la suite. Mais à la toute fin de mon voyage, j'arrive à avoir un rendez-vous avec un maquilleur qui bosse sur un projet dont la production cherche des filles françaises qui chantent et qui dansent. Du coup, sans hésiter, évidemment, j'y vais. Et je me retrouve devant ce mec qui a la cinquantaine, je pense, qui est maquilleur, qui me regarde comme ça avec les bras croisés et qui me pose des questions. Après ça, je rentre en France. Je finis par être en contact avec une femme japonaise qui me parle en français et qui m'explique qu'ils essaient de faire un projet d'idole franco-japonaise. Et franchement, j'ai énormément hésité parce que le statut d'idole, ça me plaisait pas vraiment, ni artistiquement, ni socialement parlant. Et j'avais entendu tellement d'histoires glauques ou louches dans lesquelles j'avais pas du tout envie de me retrouver que j'y ai vraiment réfléchi beaucoup. Mais finalement, je me suis dit que ça pouvait être une expérience et que si jamais ça marchait, ça me ferait un pied à terre au Japon, donc pourquoi pas. Après ça, une autre française a été recrutée et du coup le trio de franco-japonaise devient en fait un duo de françaises. Du coup, on commence à recevoir des chansons, des chorégraphies à apprendre et puis arrive notre premier voyage au Japon pour mettre tout ça en forme, complètement pris en charge, le logement, l'aller-retour, la bouffe. Le maquilleur que j'avais rencontré à Osaka, il est sur place, il nous apprend à nous maquiller pour qu'on soit capable de le faire quand on sera toute seule. On a aussi une styliste qui nous a mesuré, qui nous a fait essayer des tenues et tout ça. Et ensuite, dès que nos noms, nos tenues, tout est choisi, on va dans Tokyo faire le tour, on trouve des endroits assez sympas pour tourner et on danse pour faire des vidéos pour les uploader sur Nico Nico Douga. Pour ceux qui connaissent pas Nico Nico Douga, à l'époque on appelait ça le YouTube japonais, mais en fait maintenant quand on compare un peu avec les autres plateformes qu'on a, je dirais que ça ressemble plutôt à Twitch qu'à YouTube. Et donc voilà comment est né notre duo d'idoles. Après ce premier voyage, on est toutes les deux retournées en France. Une semaine type pour moi, c'était 7 à 8 heures de danse et de chant, mais principalement de danse,
par jour et je dirais 1 à 3 heures de japonais suivant si j'ai le temps ou pas. À ça, on ajoute le fait que je dois alimenter mon Twitter tous les jours, que je fasse 3 lives Nico Nico Doga par semaine et que je tourne des nouvelles vidéos régulièrement. Tout ça à distance, bien évidemment, parce que notre production, elle est au Japon, que nous, on est super loin l'une de l'autre. Donc en fait, on était obligés de tout faire ça nous-mêmes, tourner nous-mêmes, trouver les endroits nous-mêmes et de communiquer par mail l'une avec l'autre et avec la production. Se préparer pour une vidéo, c'était super compliqué. Déjà, il fallait trouver un endroit esthétique, mais pas seulement esthétique, parce qu'il fallait qu'on puisse y danser avec ses bottes. Ah là 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 là. En fait, c'était tellement compliqué qu'au bout d'un moment, ils nous ont donné des baskets et en fait, on tournait avec les bots seulement quand on tournait ensemble ou qu'on avait une performance live. Pareil pour la tenue, on avait une tenue pour les vidéos qu'on tournait nous-mêmes en France et une tenue officielle pour les vidéos et les lives qu'on faisait au Japon. Il faut savoir que notre tenue, c'était la galère. J'avais 2 soutiens-gorge et j'avais un bustier et en dessous de ma jupe, j'avais 2 ou 3 jupons, petits shorts, froufrou et tout ça et c'était un peu compliqué. Il fallait aussi qu'on mette des perruques et en plus de ça un espèce de gros nœud sur la tête et c'était un nœud qui était super lourd et en fait il fallait vraiment faire attention à ce qu'il tombe pas pendant qu'on danse et tout ça. Après un certain temps j'ai dû créer des chorégraphies ou écrire des paroles et j'avais vraiment très peu de temps à chaque fois pour faire toute une chorégraphie ou toute une chanson et c'était assez compliqué dans la mesure où à la base moi j'étais pas chorégraphe donc bon je me suis juste relevé les manches et je me suis mise au boulot. Comme pour tout, il y a eu du bon et du mauvais dans cette aventure et dans le fait d'être idol, mais je vais commencer d'abord par les mauvais côtés. L'image. Faire attention à son image, c'est quelque chose qui est super important pour n'importe quelle figure publique, mais ça l'est encore plus dans le monde des idols. Et c'est vraiment un truc que je redoutais avant même de commencer à faire ce projet. Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de petits copains. Mentir sur son âge, ne jamais parler de politique, ne jamais parler de religion, ne jamais parler de société, ne pas être vulgaire, ne pas être trop sexy, mentir sur ses goûts, ne pas être seul avec un ami garçon en public, ne pas dire de gros mots, sourire, être poli. Enfin bref. La liste est super longue. Après, je vais pas vous mentir, j'ai bu de l'alcool, mais je faisais toujours attention de pas commander de l'alcool moi-même et de choisir des boissons qui, quand je l'ai dans la main, ça ressemble pas à de l'alcool, ça peut ressembler à un soda ou un jus de fruits quoi. J'ai eu aussi un petit copain à cette époque et c'était une galère monstrueuse. On devait tous les deux porter des masques, on était obligés de se voir dans un love hotel et on devait pas arriver ensemble, ne pas partir ensemble, c'était super compliqué. Le manque d'estime et de reconnaissance. Quand t'es idol, quoi que tu fasses, tu peux faire mieux. Et je suis d'accord sur le principe, mais je me suis sentie vraiment très peu, voire pas du tout estimée par ma propre équipe. Et tout était de ma faute. J'avais qu'à travailler plus, savoir mieux, écouter ce qu'on me dit, enfin bref, obéir et la fermer quoi. Nous, on était un groupe d'idoles. Le but, c'était quand même qu'on chante et qu'on danse. Principalement la danse d'ailleurs. Et moi, je m'entraînais énormément pour la danse. J'avais pas énormément de temps pour faire autre chose. Et je devais tweeter 3 fois par jour. À un moment donné, c'est même passé à 10 fois par jour. Et on me reprochait de pas tweeter des trucs intéressants. Mais qu'est-ce que je peux tweeter d'intéressant 10 fois par jour? Et là on me dit « Oh, il faut que tu regardes le Twitter de cette personne qui est connue, cette personne qui est connue. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir les Twitter de ces gens-là. Mais c'est des gens super connus. Eux, ils ont une vie de ouf. Eux, ils ont des enregistrements toutes les semaines, des télés toutes les semaines. Ils ont des shootings toutes les semaines. Ils rencontrent des personnes super connues. Ils ont des choses à montrer. Moi, je fais littéralement 8 heures de danse chez moi. Je peux pas tweeter la même chose qu'eux. Et quand je leur explique ça, c'est quand même de ma faute. C'est parce que je m'entraîne pas assez. C'est parce que j'ai pas trouvé de trucs assez intéressants. En fait, on tourne en rond. Et au final, ben, c'est juste moi. C'est ma faute. Et je suis une grosse merde. Mais honnêtement, c'est le sentiment que j'avais à ce moment-là. C'était vraiment ce sentiment-là. De pas du tout être estimée. De pas du tout être reconnue dans mes efforts. Et c'est le genre de retour que j'avais en général, quoi. La compétition. Autant moi, j'ai eu de la chance de me retrouver avec une fille qui était adorable dans notre duo. L'autre fille, elle était super sympa. On passait beaucoup de temps à rigoler. C'était super amusant de faire des choses avec elle. Franchement, c'était vraiment agréable d'être avec elle. Autant des fois, les autres idoles que j'ai vues, c'était une compétition violente. Une fois, on a été invité à un événement et à la fin, on a rencontré tous les groupes d'idoles. Et en fait, à chaque fois qu'elle passait voir des gens, quand c'était des producteurs ou des gens dans le métier et tout ça, elle était toute souriante, toute contente. Quand elles sont passées à nous et qu'on nous a présenté comme idoles, elles ont fait une tête. Elles étaient froides. Moi, j'étais toute contente, je pensais qu'on allait être amies. Littéralement, vraiment, je me disais trop bien, on va rencontrer des idoles, on va pouvoir échanger et tout. Et non, pas du tout, non.
Et nous, en plus, non seulement on avait de la concurrence en tant qu'idol, mais on avait aussi de la concurrence en tant que gaijin. Parce que les gaijins qui veulent réussir au Japon, il y en a. Et il y en a qui sont vraiment pas sympathiques. Je trouve quand même que c'est assez typique de l'environnement des idols. C'est vraiment une course à la popularité. La pression. La pression est énorme. Tout ce que j'ai cité plus tôt. La pression par rapport à la danse, le chant, la tenue, la perruque, ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, les fans, la barrière de la langue. C'est énormément de pression. C'est une pression qui te suit jusque dans ta sphère privée. J'avais peu, voire pas de moment de répit. Maintenant, on va passer au bon côté. C'était une expérience incroyablement enrichissante et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pu faire des voyages. Alors certes, c'était pas des vacances, c'était du boulot, mais quand même j'étais au Japon, je parlais avec des Japonais, je mangeais japonais, je vivais japonais et ça c'était franchement super. Il faut savoir que j'ai appris le japonais principalement moi-même et que du coup j'étais vraiment pas douée en keigo, la politesse japonaise. Et c'est pas très bien, surtout quand on fait du business. Et c'est une des premières choses que j'ai apprises ici en fait. J'avais cette mauvaise habitude de dire arigato au lieu de arigato gozaimasu. Et ils m'ont repris directement là-dessus. Et ils me l'ont dit tellement de fois qu'au bout d'un moment, c'est devenu naturel. J'avais aussi ce réflexe de dire demo pour dire mais. Je disais demo tout le temps. Et en fait, ils m'ont fait comprendre que c'était pas très poli culturellement parlant et que j'avais d'autres moyens d'expliquer ce que je voulais dire sans dire demo. Mais aussi, qui dit Japon, dit shooting dans des endroits au Japon, des endroits touristiques ou des endroits inaccessibles aux touristes. J'ai eu aussi des collaborations avec des artistes, des stylistes, des musiciens japonais. Et franchement, c'est ce genre de choses que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas fait partie de ce projet-là. Améliorer mes compétences. C'est tout con, mais en vrai, j'ai dû chanter, danser, faire des chorégraphies, faire des paroles. J'ai eu des cours de pose et de marche pour les défilés. J'ai fait énormément de choses qui m'ont fait travailler artistiquement, mais aussi sur moi-même et qui m'ont montré que, en fait, je pouvais faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais. C'était super enrichissant. C'est sûr que c'était pas parfait, mais c'était un apprentissage accéléré. Des fois, j'étais tellement fatiguée que je pouvais m'endormir n'importe où j'étais, quoi. Mais j'avais vraiment l'impression d'apprendre et de m'améliorer, quoi. Les fans étaient adorables. C'était la première fois que j'avais des gens qui me suivaient sur tous mes réseaux sociaux, qui m'envoyaient des cadeaux, qui nous encourageaient régulièrement et c'était trop mignon. C'était aussi la première fois que je discutais avec des fans directement grâce au live Nico Nico Douga. On avait un vrai échange culturel et c'était assez drôle des fois parce qu'ils me complimentaient sur quelque chose qui pour moi pouvait être un complexe parce qu'en France c'était pas forcément quelque chose de bien, mais au Japon oui. Et du coup par exemple moi j'ai eu des complexes pendant très longtemps qui se sont beaucoup dissipés une fois que j'ai eu mon public japonais. Par exemple mes dents, j'ai pas les dents droites et au Japon il y a ce qu'on appelle les yaeba. Et au Japon, les yaeba, c'est populaire. Et moi, en France, j'avais l'habitude de jamais sourire avec mes dents sur les photos, sur les vidéos. Et depuis que j'ai eu mon public japonais, en fait, j'ai réappris à sourire. Moi je suis toujours pas à l'aise avec, mais c'est quand même plus facile qu'avant. Et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes en fait quand on échange avec un public qui est d'un autre pays. On apprend beaucoup de choses sur eux et sur soi-même en fait. Après faut avouer qu'on a aussi des gens bizarres de temps en temps. Mais la grosse majorité c'est quand même des gens adorables. C'est des gens qui te soutiennent, c'est des gens qui t'encouragent et c'était trop mignon. Le rêve d'enfant. Le premier métier que j'ai voulu faire, je devais avoir 4 ans je pense, c'était Miss France. Et en fait, j'ai toujours adoré tout ce qui était entertainment. J'ai fait de la GRS, j'ai fait du hip-hop, j'ai participé à des comédies musicales. J'ai fait beaucoup de trucs quand j'étais petite ou ado qui se faisaient principalement sur scène ou devant des caméras. Et j'ai toujours adoré tout ce qui était artistique, tout ce qui était sur le devant de la scène et tout ça. Et là, j'en avais pour mon grade. Littéralement, c'est tout ce qu'on faisait. Et c'était juste énorme. Et même si j'avais déjà fait des concerts de rock avant de faire partie de ce projet, là, c'était un autre niveau. J'ai participé au Kansai Collection. J'ai dansé devant 12 000 personnes. Mais ça, je vous en parle juste après. Enfin bref, d'une certaine manière, j'ai quand même un peu réalisé mon rêve d'enfance. On va commencer par le pire. À cette époque, le projet se résumait à moi. Parce que l'autre fille avait arrêté et on était en recherche de membres. Mais du coup, les performances, je les faisais toute seule. Il faut savoir qu'au Japon, chaque année, il y a un événement qui s'appelle le Nico Nico Chōkaigi. En tout cas, à l'époque, c'était chaque année. C'est un festival qui rassemble toute la communauté Nico Nico Douga. Et autant dans les invités que dans les visiteurs de l'événement, on trouvait de tout. Des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des cosplayers, des gamers, des gens qui juste aiment regarder des vidéos sur Nico Nico Douga. Et à cet événement, il y a des petites scènes un peu partout où les gens font des performances. Mais aussi, il y a une énorme scène où il y a un énorme spectacle.
J'ai eu l'énorme chance, grâce à la production ou notre agence, de participer. J'ai reçu 2 chorégraphies, l'une pour les gaijin et l'autre pour un autre groupement d'artistes. Je sais que le jour J, il va y avoir 12 000 personnes dans la salle et pas loin d'1 million de personnes en ligne. J'ai pas le droit à l'erreur. Du coup, je bosse sur les chorégraphies tous les jours jusqu'au jour J. Et j'apprends juste avant l'événement qu'il y a une chorégraphie qui est annulée. Je suis un peu déçue, mais je me dis bon, c'est pas grave. Le premier jour, répète. On est dans une espèce de grande salle où il y a tous les artistes. Nous, on a notre table de gaijin avec des gens de un peu partout. De Chine, Canada, Autriche, France. À un moment donné, t'as une danseuse gaijin qui propose qu'on s'entraîne sur la chorégraphie. On sait ce qu'on fait, on répète la chorégraphie, tout se passe bien, c'est tranquille, ça va, on est toutes contentes. Et là, il y a quelqu'un qui dit, on répéterait pas l'autre aussi? Et moi, j'avais l'autre, mais l'autre, elle a été annulée. Et là, ils me disent, non, non, mais pas celle-ci, mais l'autre. J'étais la seule personne à pas avoir reçu cette chorégraphie. J'ai cru que j'allais m'effondrer sur place. Dans 2 jours, j'allais danser devant 12 000 personnes et je connaissais pas la chorégraphie. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon équipe. Je leur demande, c'est quoi cette chorégraphie? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et ils me disent qu'en effet, ils l'ont pas reçue. Et que du coup, il va falloir que je l'apprenne maintenant. Et moi, je suis là, mais... Quoi? Mais non! What? Du coup, j'ai pas le choix. Je me mets devant le miroir et j'essaye d'apprendre la chorégraphie toute seule, devant tout le monde, qui connaît déjà soit la chanson, soit la danse. Et il y a cette chinoise adorable qui me propose de m'aider à apprendre la chorégraphie et elle est restée avec moi tout le long. Et littéralement, j'avais les larmes aux yeux tout le long pendant que je dansais. Je me voyais dans le miroir en train d'essayer d'apprendre. J'avais les yeux tout rouges. Et déjà, j'avais peu d'espoir. Mais en plus de ça, il y avait une fille qui disait à qui veut l'entendre que elle a mis 1 semaine à apprendre la chorégraphie et que moi, j'arriverai jamais à l'apprendre à temps pour le spectacle. Sur un ton faussement désolé en plus, à un moment donné, ils nous appellent pour les répètes sur scène. On avait le droit à 1 répète. On était une centaine d'artistes. Et moi, j'étais là au milieu de tout ça. Je connaissais 3 pas de la danse. Je regardais les gens autour de moi, j'essayais de faire pareil, mais c'était l'horreur, c'était l'horreur. Et en plus de ça, on a les gradins devant, prévus pour 12 000 personnes. Je peux imaginer 12 000 personnes me voir en train de galérer sur une chorégraphie que je connais pas. Et on est sorti de scène. Pas longtemps après, je suis rentrée à ma chambre d'hôtel et je me suis effondrée. J'ai été paniquée et je comprenais pas pourquoi j'étais la seule. Et c'était vraiment le pire moment que j'ai vécu dans ce projet. Maintenant, passons à mon meilleur souvenir d'Idol. Vous avez dû vous dire, mais pourquoi elle nous raconte pas la suite? Je veux savoir si elle s'est ridiculisée devant 12 000 personnes. Eh ben, petit spoil, la suite, je vais vous la raconter maintenant parce que c'est mon meilleur souvenir d'Idol. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on était hébergés par le festival dans un hôtel 4 étoiles. C'était l'hôtel le plus proche du festival et il y avait un onsen dedans, intérieur et extérieur. C'était pas un vrai onsen, mais c'était quand même un endroit vachement bien. Et après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps dans ma chambre, j'ai suivi les conseils de ma production qui m'a dit que je devrais aller me détendre au onsen. Je me suis dit bon bah écoute, va au onsen, essaye de te détendre, essaye de te vider la tête et de te relaxer parce que tu vas avoir du boulot. Le lendemain, j'avais quasiment pas de temps. J'avais énormément de trucs à faire, j'avais des tas de gens à rencontrer, j'avais des photos à faire, j'avais des performances sur des petites scènes. Je me rappelle, c'était énorme. C'était comme une Japan Expo, il y avait énormément de gens et il y avait des gens qui voulaient me prendre en photo et il y avait tellement de gens que ça faisait des bouchons. Il y avait la sécurité qui était obligée de venir pour faire partir les gens. J'avoue que ça m'a donné un petit coup de boost à mon ego. Ça m'a donné de la motivation, ça m'a donné un peu confiance en moi. Et le soir, je suis rentrée à l'hôtel et je suis allée au onsen avec d'autres artistes. Et on a passé un super moment. Le lendemain, c'est le jour J. Sur place, c'est l'effervescence. Tout le monde est super excité. Tout le monde est super stressé. À un moment donné, on nous appelle pour la première performance où on n'est que les gaijin sur scène. On nous place en backstage de chaque côté de la scène et en fait on devait chacun attendre notre tour et je crois que j'ai jamais autant eu le trac de ma vie. Mon cœur qui va à 1000 à l'heure. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre sur scène, j'entends 12 000 personnes crier et applaudir. C'est à la fois le truc le plus flippant et le plus génial que j'ai vécu dans ma vie. En vrai, je sais pas du tout comment les gens vont réagir. Je suis loin d'être une tête d'affiche et la plupart des gens ils me connaissent pas. Mais j'ai pas vraiment le temps de penser à tout ça et il faut juste que je me concentre sur la chorégraphie et que je souris et que je me donne à fond. Et quand c'est à mon tour, ils appellent mon nom et moi je me lance sur scène. Je vous mens pas, 12 000 personnes qui crient et qui applaudissent
quand tu rentres sur scène, c'est indescriptible, c'est surréaliste. J'ai eu l'impression que j'allais exploser tellement j'étais euphorique. C'est le moment le plus incroyable de ma vie. Et pour vous dire, avant de rentrer sur scène, j'avais peur d'avoir trop le trac et d'oublier de sourire. Et en fait, une fois que j'étais sur scène, j'avais le sourire, un sourire incontrôlable jusqu'aux oreilles pendant toute la performance. Jusqu'à ce que je descende de scène. Et même après être descendue de scène. C'était juste... Et en vrai, je sais même pas comment j'ai réussi à faire la chorégraphie parce que j'ai complètement arrêté de réfléchir une fois que j'étais sur scène. En fait, je pense que je connaissais tellement la chorégraphie que mon corps, il est parti en automatique. Mais j'étais dans un autre monde, un autre univers. Enfin bref, la performance se termine, on sort tous de scène sous les cris et les applaudissements de 12 000 personnes et on part tous en backstage, surexcités, mais on a quand même encore une chorégraphie à faire. J'ai essayé de m'entraîner encore un peu, je savais très bien que je connaissais pas la chorégraphie assez pour la faire sur scène, mais comme je l'ai dit plus tôt, on allait être une centaine d'artistes sur scène et honnêtement, vu l'excitation du public, il fallait que je sois là, que je souris et que je fasse autant que je peux les mêmes mouvements que les autres, mais j'ai quand même compris assez vite que ça allait le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Quand ils nous ont appelés pour le final, on est tous allés sur scène et j'ai dansé ce que je pouvais. J'ai essayé un peu de me calquer sur les autres, mais surtout j'ai souri en fait. Je souriais, je faisais coucou aux gens et tout ça et c'est ce que tout le monde faisait en fait. On chantait, on dansait, on souriait, on pleurait. On pleurait parce que je pense que quelqu'un qui l'a pas vécu se rend pas compte, mais c'est un truc énorme. On avait bossé, on avait tous bossé énormément pour faire ça. La plupart des gens qui sont là, c'est pas des gens connus, c'est des gens comme vous et moi. On danse juste dans notre chambre en essayant de faire quelque chose qu'on aime quoi. Et c'était un final génial. Et on allait sur la scène comme ça, on faisait coucou aux gens et tout. On était tous en pleurs et on était tous en train de sourire. C'était un truc de fou. Franchement, c'était juste un truc de fou. En fait, c'est la chose la plus folle que j'ai fait toute ma vie je crois. Et je m'en souviendrai toujours, je me souviendrai toujours de ce que j'ai ressenti parce que c'était tellement intense. Il y a des gens super connus qui ont la chance de vivre ça régulièrement, mais la plupart des gens ne vivent pas ça. Et moi, j'ai eu la chance de vivre ça. Et rien que pour ça, je regretterai jamais d'avoir fait ce projet. Malgré toutes les difficultés, malgré la fatigue, malgré toutes les choses qui se sont passées, je regretterai jamais d'avoir fait partie de ce projet. Juste pour ce moment-là. En conclusion, c'était mon expérience en tant qu'idol. Il y a eu des hauts et des bas, mon agence a été très dure des fois, mais ils m'ont permis aussi de vivre le moment le plus incroyable de ma vie et j'en ai retiré énormément de bonnes choses et franchement, je regrette rien. Cependant, je voudrais ajouter très rapidement mon avis personnel en dehors de mon expérience personnelle. Je pense que c'est un business qui mériterait un énorme nettoyage. Trop d'abus, trop de harcèlement, trop de pression. Surtout quand on sait qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui sont poussés là-dedans. Ça commence à un très jeune âge et ils savent pas vraiment ce qui les attend. Beaucoup d'hypocrisie autour du concept et aussi une place beaucoup trop importante sur le marché de la musique. Qu'il y ait des idoles et des fans d'idoles, c'est pas un problème. Mais par contre, le manque de diversité, c'est un problème. La diversité musicale, c'est très très important. Et dans un pays comme le Japon, ils ont une diversité, que ce soit musicale ou artistique, qui est énorme. Je trouve ça vraiment dommage en fait de voir toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes groupes, toujours les mêmes genres musicaux, chaque année, à la télé, dans les pubs, dans les magazines. C'est dommage. Il y a des tas de gens qui mériteraient d'être connus ici et je pense que ça mériterait de laisser un peu de place à ces gens-là. Et surtout, aucun business ne devrait déshumaniser les artistes. Contrat ou pas contrat, ça reste des êtres humains. Ils ont des sentiments, ils ont une santé mentale qui est pas plus solide que le reste de la population. On va finir là-dessus. Si ça vous intéresse de parler un peu plus en détail de tout ça, venez me voir le dimanche à 13 h sur Twitch. Parce que tous les dimanches, je suis sur Twitch. On parle pendant 3 ou 4 heures de plein de choses, du Japon ou d'autres choses. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à venir faire un tour. En plus de ça, comme je savais que cette vidéo allait être longue, il y a pas mal d'anecdotes dont j'ai pas parlé dans la vidéo, dont je pourrais vous parler sur Twitch si ça vous intéresse. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch et à mes réseaux sociaux si vous voulez pas manquer les updates. En attendant, je vous souhaite de la pizza à volonté et je vous dis bye bye les bitches.